Je dirais qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu matériel qui s'exprime au travers de l'écologie, et puis il y a un enjeu idéal de civilisation, c'est-à-dire comment se réorganiser, sur quelles valeurs, pour faire face à une situation qui se dégrade très rapidement. Alors les causes de dégradation environnementale, et quand on parle de dégradation environnementale, ce qui est visé, c'est notre capacité à habiter cette planète. Si on pousse trop loin la montée en degrés, au-delà des 2 degrés, alors ça commence déjà avec 2 degrés, mais les zones sur Terre où vous auriez à certains moments une accumulation chaleur et humidité qui fait que vous ne pouvez pas évacuer la chaleur de votre corps, évidemment, pourrait devenir immense si on monte jusqu'à 3, 5, 4 degrés. Ou plus, et sans parler, si vous voulez, de la sécheresse, des aléas, des autres aléas violents, etc., qui rendent la Terre très difficilement habitable. C'est ça l'enjeu. Alors, quelles sont les causes de cette situation où l'habitabilité de cette planète commence à se dégrader? Et à mon sens, la décennie dans laquelle on entre, c'est un peu, passez-moi l'expression, mais la première des décennies pourries de l'Anthropocène, c'est-à-dire la première des décennies où l'effet boomerang va devenir assez fort et évident pour tout le monde. Donc vous avez deux causes essentielles de ce côté-là. Vous en avez une qui renvoie au substrat de nos modes de vie, c'est-à-dire à nos besoins énergétiques et nos besoins en flux de matière, alors besoins entre guillemets bien sûr, d'un côté, et de l'autre, la raison démographique. On va commencer par la démographie parce que c'est plus simple. Nous sommes une espèce animale comme une autre, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour chaque individu, d'une surface minimale pour régénérer son eau, régénérer son air, pour produire sa nourriture. Évidemment, plus on est nombreux, plus on empiète sur le sauvage. Ça, c'est une cause de dégradation extrêmement importante, et bien sûr, elle va toucher directement les autres vivants. Les populations non humaines d'un côté et l'érosion derrière des espèces. Les autres facteurs nous renvoient plutôt, si vous voulez, à ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire, évidemment, on a le changement climatique, on a la dégradation des sols, l'acidification des océans, on a la déforestation, voilà, etc. Donc on a un certain nombre d'indicateurs, et là, c'est plus directement l'effet de nos modes de vie et de nos consommations, c'est-à-dire le substrat énergétique. Jusqu'à aujourd'hui, 81%, c'est le carbone. Et puis ce qui est non carboné, de toute façon, a bénéficié du carbone pour être construit. Et puis vous avez évidemment les flux de matière, c'est-à-dire tout ce qu'on extrait des sols et des sous-sols pour faire fonctionner notre industrie. Et là, à la différence du facteur démographique, évidemment, les différences entre les individus sont gigantesques. Entre quelqu'un, je sais pas moi, sous-continent indien, Afrique ou que sais-je, qui est très pauvre, qui va émettre au maximum quelques centaines de kilos, et puis un individu plutôt richissime, avec une fonction importante, qui va devoir prendre l'avion, en général un jet privé, 1 ou 2 fois par semaine, on peut aller jusqu'à 200 voire 300 tonnes de CO2. Si vous prenez un Américain moyen, eh bien les flux de matière par extraction vont se monter à 20 à 25 tonnes, alors que c'est de 3 à 5 tonnes pour un Africain en moyenne. On voit donc bien là que, en fait, la richesse matérielle est devenue le premier facteur de destruction, et que c'est cette richesse matérielle, en tout cas c'est son amplitude, ses volumes, qui font que la Terre devient de moins en moins habitable. Et on a ce chiffre que j'aime toujours donner en ce qui concerne là cette fois-ci l'énergie et les gaz à effet de serre. Les 10% les plus riches de la planète, c'est 50% des émissions, grosso modo, et la réciproque, les 50% les plus pauvres, ce n'est jamais que 10% des émissions mondiales. J'en profite pour vraiment refaire le point. En général, on parle d'atténuation et d'adaptation. Déjà, on ne peut pas les distinguer l'un de l'autre, mais soyons clairs, ce qu'on peut atténuer, c'est le changement climatique. On ne va pas le réduire, le changement climatique. Mais pour atténuer le changement climatique, il va falloir qu'on réduise drastiquement nos émissions. Et évidemment, l'adaptation n'a de sens que si on opère cette réduction. Mais en tout cas, l'adaptation a un sens national, la réduction ne l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire à l'échelle nationale, mais si les autres ne le font pas, on n'avancera pas très loin. Et la difficulté, c'est que pour ce faire,
On n'a pas de temps de 10 ans. C'est ce que le GIEC nous avait dit avec son rapport de 2018, qui à l'époque était calé sur les 1,5 degrés, qui à mon sens n'ont absolument plus aucun sens aujourd'hui. On était déjà à 1,2 degrés. Si j'ajoute, par exemple, si on faisait cesser tous les aérosols émis tous les jours dans le sud politique, on se prendrait 3/10 assez facilement et très rapidement dessus. Et puis, comme vous le savez, le gros problème, le piège du climat pour l'humanité, c'est que le degré de dégradation correspondant à un degré d'émission ou à un degré de destruction n'est jamais concomitant. Par exemple, le climat que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est les émissions mondiales d'il y a une trentaine d'années. Et de même, aujourd'hui, nous avons déjà décidé très probablement que nous serons, grosso modo, probablement à une augmentation de la température moyenne par rapport à la fin du 19e siècle, de 2 degrés. C'est donc déjà 8/10 de plus que ce que j'indiquais tout à l'heure. Et ça, c'est déjà décidé. Quand bien même on commencera à devenir vertueux et à une très large échelle, on n'y couperait pas. En revanche, ce qu'on va faire maintenant, c'est décisif pour le fait de savoir si l'on va ou non exploser ces fichus de degrés. Et là, on a avec le climat. Si vous regardez du côté du vivant, évidemment, la situation est même encore pire. Disons, les 5-6 dernières années, on a mis en évidence à quel point les populations d'abord d'insectes, ensuite plus larges d'arthropodes, s'étaient effondrées, avec une disparition rapide d'espèces. Alors, pas toujours facile de savoir si c'est universel ou si c'est localisé, mais on a une biodiversité qui est vraiment en très très mauvaise forme. Et évidemment, alors le Covid en est peut-être une, la Covid en est peut-être une, le coronavirus en tout cas dans son évolution en est peut-être une des expressions, d'ailleurs très, très probablement. On en aura d'autres de ce type-là, mais le problème c'est qu'on ne peut pas calculer, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. On sait qu'on est vraiment dans une très mauvaise posture, mais on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Si je regarde maintenant du côté du moteur de toutes ces dégradations, c'est-à-dire la donne énergétique, pas là non plus, la situation, d'un point de vue industriel classique, et en fait par rapport à nos conforts, elle est franchement pas optimale, puisque c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit elle-même que si dans la décennie on ne dégage pas des gisements d'huile de schiste à peu près équivalents à ce que les États-Unis exploitent, et aujourd'hui c'est quand même 12 millions de barils jour, sur 100 millions qu'on consomme par jour, c'est gigantesque, hein. C'est même un peu plus maintenant que l'Arabie Saoudite. Si on ne sait pas renouveler ces gisements, ou probablement aussi on va pas bien, ou ailleurs, aux États-Unis c'est fini, ça va redescendre, et bien on va être dans une véritable panade énergétique. Alors la panade énergétique c'est une excellente chose pour le climat, mais si ça vient trop vite, c'est une désorganisation extrêmement puissante qui n'est pas forcément bonne non plus pour le climat. Donc voilà, les défis face auxquels nous sommes confrontés, ils sont gigantesques, et si le citoyen moyen se donnait la peine de les prendre en compte, je pense qu'il passerait d'assez mauvaises nuits. En face de ça, évidemment, non sans lien, vous avez un défi de pensée, un défi de valeur, un défi d'orientation, un défi d'organisation, un défi de civilisation, pour dire les choses rapidement, qui est absolument gigantesque. Depuis, disons, la fin du XVIe, XVIIe, on est parti sur une civilisation mécaniste. On a mis en avant, en fait, les causes efficientes, les relations de terre à terre. D'où la gravitation. Vous vous souvenez comment Newton l'avait interprété, mais on a très vite fait rentrer ça dans l'ordre des choses. Ça va nous donner l'élevage industriel. Ça fait qu'effectivement, la Terre n'apparaît que comme un stock de ressources à exploiter de façon indéfinie. Quand on aura bouffé la Terre, on ira sur Mars, que sais-je. Bon, voilà. C'est cette civilisation-là, alors elle a eu aussi des bons côtés. Sans ça, la démocratie au sens de la démocratie représentative, du fait qu'on reconnaisse à chacun sa dignité, ça ne serait pas venu. En fait, on a en quelque sorte rehaussé les humains pour rabaisser tout le reste. On peut peut-être s'arranger pour dire rééquilibrage. Donc c'est tout cet ensemble d'organisation de la société qui aujourd'hui est en souffrance.
et qui perd sa légitimité. En prenant simplement, par exemple, la différence nature-culture, mais par exemple, les travaux d'éthologie, dès le début des années 70, mettaient en évidence que, non, il y avait des transmissions à l'intérieur d'une horde animale. Par exemple, sur l'île de Colima au Japon, on a vu une jeune guenon, qui, pour la première fois, va chercher une patate douce, elle la trempe, c'est les paysans qui les laissaient là, elle en prend une, elle la met dans l'eau de mer, elle en dégage le sable, elle la mange. Et puis, évidemment, tous les jeunes singes vont l'imiter, mais pas les vieux gorilles ou les vieilles guenons. Mais bon, c'est comme chez les êtres humains. Alors après, on va monter en complexité, mais on sait très bien aujourd'hui que non, parfois, on peut d'ailleurs le voir pour les loups. Avant, par exemple, la guerre de 100 ans et le petit âge glaciaire, en Europe, on n'a pas dans la littérature de traces de loups mangeurs d'hommes. Et les loups qui faisaient peur aux enfants, c'est non. Et en fait, ils ont pris goût à la chair humaine avec l'entrée dans le petit âge glaciaire qui est concomitant à la guerre de 100 ans. Et puis voilà. Donc en fait, non, l'historicité, elle pénètre complètement la nature. Et donc on s'aperçoit que l'espèce humaine est très paradoxale par certains côtés. Elle ne se distingue pas du reste du vivant, en fait. Nous parlons, mais tous les animaux, même les plantes, communiquent, etc., etc. Et puis on a une spécificité par les symboles, mais surtout par notre destructivité. On est la seule espèce à pouvoir effectivement se condamner et en condamner un très grand nombre d'autres. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va devoir reconstruire. Franchement, c'est pas une chose simple. Même nos démocraties aujourd'hui, nos démocraties représentatives, on voit très bien qu'elles sont incapables d'intégrer la donne scientifique, qu'elles sont rivées à une pure donne économique perçue d'une façon hyper étroite et à très court terme, et qu'elles nous emmènent dans le mur de façon très très claire. Tous les grands indicateurs depuis 40 ans ne cessent de se dégrader. Donc voilà, on a à la fois un défi matériel, mais on a un défi idéal et organisationnel, et ils sont très difficilement séparables l'un de l'autre. Très probablement. Alors, cela dit, effectivement, on a du mal à s'extraire d'un format d'âge séculaire, mais en même temps, force est de constater, là je viens de vous le rappeler, par exemple, pour la remise en cause de la différence nature-culture, etc., on pourrait multiplier les exemples. Mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas qu'un problème de culture savante. Si on prend un pays comme la France, vous avez certains sondages de novembre jusqu'à janvier, et puis un de ces, je sais plus si c'est un sondage, c'était vraiment une belle étude, qui a été renouvelée juste après le Covid, et on a vu que les chiffres ont un petit peu bougé. On voit bien qu'en France, on a assisté à un basculement culturel. C'est-à-dire, il y a plus de la majorité des gens, sur le plan statistique, qui ont compris qu'on n'échappera pas à une certaine forme de sobriété. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils le traduisent en termes d'expression politique. Ça ne veut encore moins dire qu'ils le traduisent en termes de changement de leur propre mode de vie. On a en quelque sorte une première strate où on a eu un basculement. Mais pour que les autres strates suivent, il faut déjà qu'il y ait la première. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est très difficile de savoir ce à quoi on peut consentir. Ça peut parfois aller très vite dans une société, les changements. Et puis dès qu'ils ont atteint une certaine échelle, le reste bascule en fait assez facilement. Donc on en est là. On voit bien que ça bouge, que nos continents mentaux sont en train de s'effriter. Et donc, on va devoir reconstruire avec ces morceaux. On est en cours. Alors, est-ce que ça va aller suffisamment vite pour qu'on agisse à temps? C'est là l'immense défi que l'on a. On a des communautés politiques dans les différentes nations qui se sont données pour objet, et pratiquement pour unique objet, l'augmentation du commerce international. Moi, j'en vois pour preuve la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été signée dans la foulée de Rio. Et là, je crois que c'est article 3, alinéa 5, il est très clairement dit que, ok, le climat c'est sympathique, mais à une condition, c'est que ça ne perturbe pas le commerce international. Or, le commerce international c'est pas la seule, mais c'est une des causes majeures de l'explosion des flux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans le texte même qui encadre juridiquement la négociation sur le changement climatique, on mette en avant le commerce international et comme un objectif supérieur à la préservation du climat, c'est pas la peine que je vous en dise plus. Donc, en fait, il y a une collusion entre nos politiques et les grands groupes. Et d'ailleurs, en fait, ils sont plus proches des grands groupes qu'ils ne sont, par exemple, de petits industriels, qui pourtant vont peut-être fournir en masse, au bout du compte, par leur nombre, beaucoup plus d'emplois et la vraie solidité d'un tissu économique national, dont on a cure dans ce genre
de perspective. Donc on a une collusion totale. Et franchement, et encore, quand ils pensent au commerce international, c'est sympathique, mais vous avez pire, hein, vous avez Trump, là, America First, c'est pas America First, hein, c'est une toute petite classe en avant et en massacrant tous les autres. Lui, c'est un fauteur de haine, aussi bien domestique qu'international. Erdogan, c'est un grand pacifiste. Xi Jinping, c'est un dictateur hors pair. Poutine, un cynique intelligent. Puis on peut continuer comme ça. Donc on va avoir assez du mal, si vous voulez, de voir un petit coin de paradis dans tout ça. Hein. On est franchement dans l'enfer le plus noir. On voit même pas le purgatoire. Donc évidemment, dans ces conditions-là, essayer de s'en tirer, c'est pas une chose simple. Il faut être doté d'une foi hors pair, parce que c'est vrai qu'en revanche, on a une société civile qui, elle, est quand même pas aussi dingo, passez-moi l'expression. Elle commence à bouger, elle commence à se rendre compte de choses. C'est de ce côté-là qu'est l'espoir. Mais la société civile seule, sans des dirigeants qui finissent par changer, on va pas y arriver non plus. C'est toute la difficulté dans laquelle on est. Et là, on est sur le seuil de Madame Soleil. Je m'arrêterai là, si vous permettez. Ah! Alors en général, on dirait en l'homme. Non, alors ça, franchement, vu ce que je vois, je n'ai absolument aucune confiance en l'homme. J'ai confiance en certains êtres humains, ce qui est très différent. Mais après, ben voilà, il faut que ceux-là arrivent à exprimer, arrivent à toucher des leviers, etc. C'est pas gagné, mais c'est pas perdu. Et pour moi, ma posture, elle est très très simple. Une chose est le diagnostic intellectuel. Si on regarde un peu les choses froidement, bon, franchement, c'est extrêmement mal parti, surtout s'il faudrait à 7 milliards 800 millions changer en 10 ans. Vu comme ça, c'est perdu. Mais en même temps, c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. C'est-à-dire que quand on doit agir, l'incertitude étant de toute façon une donnée absolument insurmontable, on ne doit pas se poser ce problème. On agit. Et on fait ce qu'on peut, chacun à sa limite. Et quand je dis on peut, non, on essaie de faire le maximum de ce qu'on peut, chacun, et puis on verra bien. Quand on a rédigé ce livre, notre idée, on n'est quand même pas complètement niais, hein, on savait bien que personne ne se précipiterait électoralement pour reprendre un programme pareil. Hein. L'idée, c'était de donner un étalon. Ah, vous proposez ça. Mais si vous étiez sérieux, c'est ça que vous devriez proposer. Regardez le gap immense. C'est ça l'idée de ces 35 propositions. On entend bien qu'électoralement, franchement, ça va être dur. Hein. Ok. Donc là, disons, mesure phare, c'est la question des quotas. Et on est parti de l'analyse suivante, on a vu avec les Gilets jaunes, etc. Quand on regarde la structuration socio-économique d'un pays comme la France, si vous proposez une taxe carbone, elle va énormément impacter pratiquement les 2/3 de la population qui sont plutôt le bas des classes moyennes et qui aujourd'hui éprouvent des difficultés. Et vous avez parmi ces gens-là entre 6 et 8 millions qu'on range déjà dans les précaires énergétiques, c'est-à-dire des gens qui doivent dépenser 10% de leurs revenus pour assurer leur chauffage et l'eau chaude. Sans même parler de l'usage des carburants. Là, on explose encore plus. Donc, une taxe carbone dans un pays qui est ainsi structuré, c'est absurde. Et on l'a vu tout à l'heure, ce sont les plus riches qui détruisent le plus. Donc une taxe carbone pour faire payer la charge aux plus pauvres, c'est inique et ça n'a pas de sens. Dans un pays comme la Suède, c'est possible. Dans un pays comme la Suisse, c'est possible. En France, franchement, je ne le vois pas. Et donc effectivement, on a proposé des quotas. Et on a proposé des quotas non échangeables. Alors après, on peut toujours rigoler là-dessus, mais c'était à nos yeux un point très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand vous allez acheter quelque chose, quelle que soit la chose que vous allez acheter, eh bien, vous aurez un compte fini de quotas qui va être défalqué. Pour les achats courants, on peut imaginer un compte annuel. Pour des achats comme l'immobilier, comme une voiture, comme un billet d'avion, on peut imaginer un quota sur la vie. Et donc, quand vous achetez quelque chose, vous avez donc un double indicateur. Vous avez un indicateur monétaire classique, que vous allez mettre en relation avec vos revenus, et puis vous avez un indicateur qui transcrit ce que ne font plus les biens. Je vous rappelle simplement que, vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir en termes de données énergétiques, et vous vous souvenez qu'en plein Covid, le baril de pétrole était à un prix négatif.
voyez à quel point le marché est efficient. Il est tellement efficient qu'il vous dit n'importe quoi. Donc là, au contraire, vous avez un deuxième indicateur qui vous indique, à la louche, mais assez précisément quand même, l'impact d'un bien. Et là, l'intérêt, c'est que vous pouvez comparer deux biens. Parce que si vous n'avez que l'indicateur monétaire, vous ne savez pas que l'un va détruire beaucoup plus que l'autre pour un service équivalent. Et en général, celui qui détruit beaucoup plus que l'autre, bah évidemment, comme c'est les externalités, comme c'est pas pris en compte et ça se traduit pas dans le prix, il va être moins cher. Donc en général, le plus cher est le moins destructeur. Donc là, vous regardez, puisque votre seconde monnaie, la monnaie externalité négative, elle est capée. Vous allez regarder à deux fois avant d'acheter et d'opter systématiquement pour les biens les plus destructeurs. Et puis, évidemment, dans un premier temps, ce ne sont que les gens les plus riches qui vont être impactés, mais au bout d'un moment, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui finit par être impacté, et puis, évidemment, il faut réorienter, et là, bien sûr, il faut qu'il y ait un accompagnement public, par exemple, en termes de transport. Nos gilets jaunes de tout à l'heure qui sont obligés de prendre une vieille guimbarde, etc., c'est parce que, effectivement, le jeu des prix les a amenés à un endroit où ils ont nécessairement le recours à un transport carboné. Là, c'est quelque chose qu'on doit accompagner. Il ne va pas s'en sortir tout seul. Bon, voilà. Mais derrière aussi cette mesure, qui est égalitaire sur le fond, c'est-à-dire en termes de pouvoir de destruction de la Terre, on a tous le même plafond. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Et vous vous souvenez que un des éléments qui a rendu l'énergie possible des Anglais pendant la guerre, c'était le rationnement. Parce que sur le plan de leur nourriture, que vous ayez été riche ou que vous ayez été pauvre, vous étiez logé à la même enseigne. Si vous voulez une solidarité dans un pays face à une cause adverse, vous ne pouvez pas faire mieux. En France, il y a des passes froides partout, donc les rationnements n'ont pas donné la même chose. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'avec ça, vous avez un driver de tous les changements, alors à l'amont. Si vous êtes industriel, vous voyez qu'effectivement, jusqu'à maintenant, vous avez privilégié le prix. Maintenant, vous avez deux indicateurs, ils sont aussi importants l'un que l'autre pour l'achat. Ah non, vous ne pouvez plus faire ça. Et donc, vous allez devoir réformer petit à petit aussi la manière de produire, la distance de transport des biens, etc. Donc là, on a une mesure sur un certain plan égalitaire, ce qui ne veut pas dire que tout est égalitaire, mais sur ce plan, sur le pouvoir de détruire, c'est égalitaire, et qui doit impliquer derrière des changements profonds, à la fois dans la façon de produire, mais aussi en termes d'infrastructure. Mais de toute façon, oui, parce que si on leur impose nos quotas, alors eux, ils ont de la marge. Hein. Alors bien sûr, il suffit simplement d'imposer les nôtres. Et justement, ça serait très juste, ça serait un geste extrêmement fort. On a fait les ânes. On va réduire. Vous, pendant un certain temps, vous aurez ce maximum-là. Alors, vous avez de la marge, les amis. Et bien, petit à petit, après, vous pourrez réduire aussi. Voilà, et ça, c'est très juste. Et ça incite à aller dans la danse, ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui. Deuxième mesure extrêmement importante, regardez, si vous voulez, la pantalonnade que constituent aujourd'hui les phytosanitaires. Enfin, vous avez la fameuse étude du Centre international de recherche sur le cancer qui n'avait pas la même base que celle de la fameuse agence européenne. Et puis derrière, vous avez 3 autres études qui ont confirmé celle du CRC. Le glyphosate, je suis désolé, est un produit dangereux, carcérogène, et non seulement ça, mais qui a d'autres effets très négatifs en matière de santé. Et puis, ne me dites pas qu'on va aller chercher une molécule de substitution. On va mettre aussi destructrice, mais on va mettre quelques années pour s'en rendre compte. Non, on sait faire de l'agroécologie. J'explique ce que c'est que de l'agroécologie. C'est-à-dire, quand vous faites de l'agriculture conventionnelle, c'est de la monoculture. Donc en fait, c'est un peu comme si vous plantiez des flûtes de cristal dans un champ. Alors c'est sûr que si vous voulez pas qu'elles soient dézinguées assez rapidement, vous avez besoin d'une chimie complètement cinglée pour les rendre possibles. Les êtres humains sont assez prétentieux, mais les forêts les ont précédés. Les champs, toute la biodiversité les a précédés. Ça fonctionnait pas mal, hein, et beaucoup mieux qu'avec nous. Et donc l'agroécologie, c'est l'idée d'imiter le fonctionnement des écosystèmes où une plante peut avoir par exemple, telle plante va fixer l'azote dans des petits nodules autour des racines avec des champignons, etc. pour les autres plantes.
Telle plante va attirer le prédateur d'une autre plante, etc. C'est comme ça que fonctionne un écosystème. Et l'agroécologie imite ça. Et le mieux encore, et la France est un pays très en avance là-dessus, mais ça va avec, c'est l'agroforesterie. Même j'ai vu ça, même en Beauce, on va maintenant planter des arbres là où il y a des céréales. C'est complètement génial. Et avec ce qui nous arrive, c'est fondamental de savoir faire ça, à condition qu'on plante des essences différentes d'arbres, hein, attention. Mais bon, donc non, on pourrait très bien, en quelques années, convertir l'ensemble de l'agriculture conventionnelle à l'agroécologie et à l'intérieur, l'agroforesterie avec des pointes en permaculture, etc. On peut le faire, et c'est ce qu'on devrait faire. Sur certains points, on aurait de meilleurs rendements. Ben, je vais vous dire pourquoi. Quand vous produisez aujourd'hui une calorie alimentaire, à minima, vous avez 10 calories fossiles, parfois 30 calories fossiles. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la donne fossile. Alors, si vous pensez que vous allez avoir ce genre de rendement très longtemps, ça me fait rigoler. C'est pas sérieux. Là, en revanche, oui, en bio aujourd'hui, en agroécologie, vous pouvez avoir, pour du blé planifiable, des rendements jusqu'à 60 quintaux l'hectare. Je vous rappelle que à la fin du 19e siècle en France, en Île-de-France, dans les meilleures terres, les rendements c'était 12 à 14 quintaux à l'hectare. Donc non, c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de revenir au passé. De toute façon, on ne va pas se remettre à consommer de l'huile de baleine. Il n'y a plus de baleine. Hein. Donc l'idée c'est que on a besoin de techniques. Il ne s'agit pas de dire attendez, on va sucer nos doigts. Mais on peut les concevoir autrement, dans un esprit différent, etc. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il ne s'agit pas de dire on n'a pas besoin d'innovation, mais on n'a pas besoin de n'importe quelle innovation. On a besoin d'une innovation qui est calée sur la primauté du vivant. Donc voilà, ça oui, ça on sait déjà faire sur certains plans. Et c'est la direction dans laquelle on doit aller. Alors, transition, l'expression ne m'enchante pas. Alors c'est vrai que d'un certain côté, il y a une transition à faire. On va passer d'un paradigme à un autre. Donc on pourrait appeler ça une transition. Sauf que quand on passe d'un paradigme à un autre, on transite rien du tout parce qu'on ne maîtrise pas. Ça se fait tout seul. Bon, voilà. Là, aujourd'hui, il ne faut pas que ça se fasse tout seul. On est obligé de donner un sacré coup de pouce et d'aller beaucoup plus vite. Et là, le mot transition, il n'est pas très bon. Et en fait, si vous voulez, le mot transition subit déjà le même sort que celui de développement durable. Développement durable, c'était vraiment génial. Si vous voulez rien faire, vous parliez de développement durable. C'était parfait, tout le monde était content. Transition, c'est un peu ça. Hein, quand vous entendez Emmanuel Macron, je suis désolé pour l'AfD, mais parler de transition, j'accorde un crédit extrêmement faible, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, donc au bout d'un moment, il y a ces mots, si vous voulez, qui sont des espèces de cache-sexe ou qui permettent de dire l'inverse de ce qu'on fait. Il faut savoir s'en passer. À partir du moment, si vous voulez, où on fait dire n'importe quoi aux mots, vous n'avez plus de politique possible. Vous n'avez plus que le règne du mensonge. Donc, pour un homme politique, ça devrait être comme pour un chef amérindien. Le pire des péchés, c'est le mensonge. Et là, on est assez mal parti. Je vais faire une chose horrible. Je vais parler d'un livre qui n'existe pas encore. En tant que livre, hein. Évidemment, le manuscrit est là et il sera édité aux presses universitaires de France en janvier. Et l'auteur en est Nicolas Boulot. Vous devez le connaître, à l'AFD, on doit le connaître puisqu'il a fait de très bons travaux justement sur l'inefficience du marché, etc. Et c'est lui qui avait mis son laboratoire de maths dès les années 80 dans les maths financières. C'est un sacré niveau de maths. C'est pas les petites équations de Walras. Hein. Et puis, Nicolas, j'espère qu'il n'écoutera pas cette vidéo, mais c'est un repenti. Il s'est rendu compte, au bout d'un certain temps, que ce qu'il avait beaucoup de plaisir en tant que matheux à concevoir donnait lieu à un usage social quand même absolument pas optimal. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent, il n'a d'ailleurs jamais cessé de se cultiver. C'était un prof de maths, c'était un probabiliste. Il a une grande culture philosophique. Après avoir fait ses frasques mathématiques, il a dû se cultiver économiquement pour bien comprendre les erreurs funestes qu'il avait commises. Et puis, depuis une quinzaine d'années, il a beaucoup travaillé sur la biologie. Et là, il va publier un livre qui est, à mes yeux, un livre fondamental, qui s'appelle « Ce que nature sait ».
évident. La nature, c'est quoi? Si vous prenez le pathocentré primaire, il ne va pas comprendre que la nature puisse savoir quoi que ce soit. Ce que nature sait, les dangers de la biologie de synthèse. Et en fait, ce qu'il montre, je vais essayer de vous lire ça assez rapidement, partons du nombre d'atomes dans l'univers, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 10 puissance 80. Mais si vous regardez la combinatoire possible avec l'ADN, l'exposant, cette fois-ci, c'est 10, enfin 10 donc, mais cette fois-ci, puissance, je vous dis de mémoire, j'espère pas me tromper, mais on est à peu près dans l'ordre d'idée, 10 puissance 3 350 000. Et donc, la vie, depuis qu'elle existe sur Terre, depuis 3 500 000 ans d'années, elle n'a parcouru qu'une infime des possibilités de cette combinatoire. Le problème, c'est qu'elle les a parcourues en effaçant son travail. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez des gènes qui se perdent, mais surtout, chaque fois que vous avez une mutation, elle est toujours liée à un contexte. Elle n'a de pertinence que par rapport à ce contexte. Or, tous ces contextes, durant ces 3 500 000 000 d'années, ont tous disparu. Donc en fait, le parcours qui a été celui de la vie, pour arriver à cette espèce de système auto-immune qui est le sien aujourd'hui, la vie ne fait pas n'importe quoi. C'est pas un labo de biologie de synthèse. Et donc, c'est ça le savoir de la nature. Et nous ne le connaîtrons jamais. Mais en revanche, il nous permet de comprendre que nous soyons capables de faire n'importe quoi. Et là, on est excellent. Et donc, pour moi, c'est un livre décisif. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on appartient bien à la nature. Il n'y a pas une différence tranchée nature-culture. Mais en même temps, notre culture humaine, comme il y a les cultures animales, elle est très différente des autres cultures animales. Et elle est dotée d'un pouvoir de détruire que ce mode de raisonnement met en évidence. Et c'est très important de le savoir pour rentrer dans ce nouveau paradigme de la primauté du vivant. Il va falloir qu'on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais, et à l'ignorer, on risque de disparaître. Donc pour moi, c'est un livre fondamental. La tradition pratique, elle est très claire. C'est-à-dire que dans nos façons de faire, il va falloir qu'on s'adonne à une espèce de biomimétisme généralisé. C'est-à-dire qu'il va falloir, ce que je vous disais tout à l'heure, si je reprends par exemple la permaculture, j'ai parlé d'agroécologie, mais c'est très voisin, c'est génial, parce que c'est la fusion entre un savoir sophistiqué, qui est vraiment la suite et qui était rendu possible par le mécanisme qui émerge, bon, disons, on peut dire grosso modo Copernic, le grand moment étant Descartes, etc. Bon, ça a rendu possible cette science-là. Et en même temps, la permaculture, c'est la fusion entre cette science et la sagesse des aborigènes. Eh bien, c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse à nouveau. Et ça, c'est le devenir et l'avenir de nos savoirs. Et les savoirs, ce ne sont pas des connaissances, comme on nous l'a dit hier, mais c'était très juste. Un savoir, c'est ce qui nous permet de nous inscrire avec sens dans le milieu qui nous reçoit. Et ça ne peut pas être que la biologie de synthèse. Si vous ne connaissez pas les limites, vous faites n'importe quoi et on était très doués.